Alors, bonjour à tous, je suis Angela Siregu et je suis directrice scientifique d'I-Mind qui co-organise avec l'EGIS cette journée. Et je voudrais tout d'abord remercier les personnes qui nous accompagnent, Madame Compagnon, Madame Tabé, Madame Langlois, pour nous accompagner aussi tout au cours de ce projet I-Mind. Je voudrais aussi remercier l'EGIS, en particulier Catherine Barthélémy qui nous manque beaucoup. Elle n'a pas pu être là et donc l'EGIS nous accompagne dans cette journée à tous les niveaux. Très bien, donc je vais modérer cette session sur la physiopathologie des troubles du neurodéveloppement. Sachez, je suis la première à parler, mais je ne vais pas parler de la pathologie. Okay? Je vais parler des comportements sociaux, mes comportements sociaux neurotypiques, en vous présentant mes recherches, les recherches de mes collègues et les implications pour les troubles du neurodéveloppement. Très bien, donc je voudrais tout d'abord commencer par la question de la représentation sociale que chacun de nous a dans notre cerveau et quelles sont les bases cérébrales de cette représentation. Comme vous savez, il y a beaucoup d'espèces qui ont des sociétés très très complexes. Hein? On n'est pas seul, mais les primates, humains et non humains, ils ont une capacité à socialiser qui est remarquable et aussi, ils ont aussi une organisation sociale qui est remarquable. D'où l'intérêt d'étudier aussi les primates non humains pour comprendre comment notre cerveau social est construit. Donc la question que je posais, c'est qu'est-ce que ça veut dire être social? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une représentation sociale? Et est-ce que ces représentations ont une base biologique? Je pense que vous savez qu'est-ce que c'est être social. Hein? On connaît beaucoup de personnes qui ne le sont pas. Mais en fait, les comportements sociaux ne se réduisent pas à la capacité à vouloir être avec les autres, interagir avec les autres. Il est aussi, on peut le résumer aussi avec la capacité de les social influencent toutes nos décisions, influencent toutes nos pensées, au point que on s'est posé la question, nous chercheurs, est-ce que c'est vraiment, est-ce que le cerveau individuel a une réalité, ou est-ce que plutôt on a un cerveau social, tout court. Voilà. C'est-à-dire que notre pensée ne peut pas exister en dehors des autres. Voilà. Alors, pour illustrer une première, ce concept, qu'est-ce que ça veut dire être social? Je vais vous montrer une petite, j'aime bien en général montrer une petite expérience qui a fait Richard Thaler, Thaler, c'est un psychologue et économiste qui a reçu il y a quelques années le prix Nobel d'économie. Et Thaler, il y a longtemps, dans les années 2000, avait fait une recherche, avait soumis cette petite deux scénarios à des sujets neurotypiques et leur avait dit, voilà, il y a Monsieur A, il fait la queue dans un théâtre, dans un cinéma, et lorsqu'il arrive au guichet, ok, et ils vont lui dire que comme étant les 100 millième client, il a gagné 100 €. Après, il leur soumet un autre scénario. Monsieur B, pareil, il attend en queue dans un cinéma et il a gagné, la personne qui est en face de lui, il a gagné 1 000 € parce qu'il est le 1 millième client du théâtre. Et Monsieur B, en fait, il a gagné que 150 €. Et la question qu'a posée Thaler à ce sujet, c'est est-ce que tu vas être plutôt Monsieur A ou Monsieur B? Vous voulez être quoi, Monsieur A ou Monsieur B? Non? Bon, moi, je voudrais être Monsieur A. Et c'est ça qui ont répondu aussi tous les sujets. En fait, c'est paradoxal parce que Monsieur B gagne beaucoup plus. Et en dépit de ça, les sujets, ils veulent à tout prix éviter les regrets d'avoir eu une personne qui a une personne, donc une représentation sociale de quelqu'un qui a changé leur décision. Voilà. Voilà qu'est-ce que ça veut dire aussi être social. Par contre, là, je ne sais pas comment faire pour...
Ici, il y a une autre manip qui a été faite chez les primates non humains. Donc, il s'agit d'un autre sentiment, c'est les sentiments d'inéquité. Ça aussi, hautement sociable. Et les sentiments d'inéquité viennent du fait qu'on a quelque chose qui n'est pas assez, on n'est pas assez rétribué. Donc là, vous avez des singes. Les singes de gauche reçoivent un jeton qui doit redonner à l'expérimentateur, qui lui donne un morceau de concombre, alors que l'autre reçoit un morceau de raisin. Alors, les singes, ils aiment beaucoup les raisins, attention. Et donc, vous voyez, donc, qu'est-ce que le singe de gauche, il a déjà compris l'inéquité qu'il y a entre lui et l'autre. Donc, si l'autre probablement n'était pas là, les concombres auraient été parfaits. Mais l'autre, il est là, il a les raisins, quelque chose qu'il aime beaucoup plus. Et donc, voilà la réaction de l'animal. On aurait fait exactement la même chose. Voilà. Vous voyez, c'est un comportement qui est assez proche du nôtre. Hein? Voilà. Donc, la question qu'on s'est posée, est-ce que ces représentations sont socialement plausibles? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un substrat neurologique au comportement que je viens de vous montrer, décision sociale, comportement d'inéquité, etc. Voilà. La réponse est oui, en effet. Et nous l'avons montré à travers différentes recherches. Par exemple, donc on sait que les cerveaux, donc on est avec un génome, mais on sait très bien qu'il y a, maintenant il y a beaucoup de recherches qui le montrent, des phénomènes épigénétiques qui changent le fonctionnement cérébral suite à l'interaction avec l'environnement. Et donc il y a cette chaîne entre inné et acquis, et les acquis, on sait qu'il va avoir une influence sur notre cerveau et sur son fonctionnement. Il y a plusieurs régions candidates pour représenter tout ce qui est social. Et une région candidate, c'est le cortex orbitofrontal. C'est une région dans laquelle il y a beaucoup de représentations sociales. Il y a une représentation sur l'autre visage, il y a une représentation sur comment nous réagissons à travers notre système interoceptif. Donc il y a un système très articulé, très complexe. Je vous rappelle que ça c'est la région qui a évolué tardivement au cours de l'évolution. Donc, il y a quelques années, nous avons fait une expérience chez les singes macaques dans lesquels on a enregistré dans les régions orbitofrontales, okay, c'est la région 14, et dans cette région, donc, il y avait des électrodes qui ont enregistré l'activité de l'animal pendant qu'il faisait un certain nombre de tâches. La tâche est la suivante, l'animal donc M1, il est en face de deux partenaires. Et donc l'animal M1 sur lequel on enregistre il a une récompense tout le temps, okay? Mais dans des sessions, cette récompense il a toute seule, et dans d'autres il doit donner aussi une récompense aux deux autres. Okay? À noter qu'il n'échange pas la taille de la récompense pour le singe M1. Okay? Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque les sujets se trouvent dans des tâches, c'est mieux si j'ai ici. Est-ce qu'on voit? Oui. Voilà. Donc, lorsque l'animal se trouve dans des conditions dans lesquelles il ne doit pas partager il ne donne pas la récompense aux autres, donc il est tout seul, l'activité cérébrale dans le cortex orbitofrontal reste quand même élevée, mais elle est beaucoup plus élevée lorsqu'il donne aussi aux autres. C'est comme si la présence des autres, l'idée de donner quelque chose à l'autre augmente l'activité dans cette région. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on compare la même quantité de récompenses donnée toute seule au singe humain par rapport à lorsqu'il est donné avec d'autres personnes, avec les autres partenaires, l'activité, voilà, vous voyez, donc ça c'est l'essai, augmente de manière significative. Et notre comportement qui va déterminer notre conduite sociale, qu'on peut classer, disons, hautement sociale, c'est le contact oculaire. Les contacts oculaires, vous savez d'ailleurs, chez différentes personnes autistes, on remarque qu'il n'y a pas de contact oculaire lorsqu'on présente des visages. Et là, il y a beaucoup de recherches qui l'ont montré. Et
Donc, les contacts oculaires déclenchent une série d'activations dans notre cerveau qui maintenant ils sont connus. En particulier, il y a une région qui est l'amygdale qui justement module ces comportements. Je vais vous présenter maintenant, donc ça c'est un travail qui a été fait par Kathleen Gothard à l'Université d'Arizona. Et donc Kathleen, elle a enregistré les neurones pendant qu'il y a un contact oculaire. Donc vous voyez ici, elle présente à un animal cette vidéo. L'animal, vous voyez un point vert, ok? Et ce point vert, vous allez le voir bouger quand je vais déclencher la vidéo, et ça représente les mouvements oculaires du singe qui regarde la vidéo. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe lorsque les singes qui observent, que vous ne voyez pas ici, croisent les regards des singes dans la vidéo. Donc ça, c'est des neurones dans l'amygdale. Vous voyez, donc les regards dans les yeux déclenchent une activité beaucoup. Voilà, donc une activité beaucoup plus forte de ces neurones lorsqu'il y a un contact oculaire direct. C'est un peu exactement la même chose pour nous. Hein. Récemment, avec Guillaume Liot, qui va être les prochains speakers, on a fait une expérience chez les sujets neurotypiques et chez les patients, chez les sujets autistes, dans laquelle on a un peu répliqué, disons, cette expérience faite avec les neurones de l'amygdale, dans laquelle on a présenté des stimuli. Vous voyez ici des visages, okay? Mais la particularité de ces stimuli, c'est qu'ils étaient présentés de telle façon qu'une partie du visage tombait dans la fovea du sujet. Donc, il était obligé d'être attentif à ce qu'il regardait. Voilà. Et donc, par exemple, ici, c'est les yeux qui tombent dans la fovea, ici, c'est la région de la bouche, etc. Et donc, donc Guillaume, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des analyses de décodage, et donc c'est une étude allégée, et on a regardé quels étaient les signaux. La question c'était, est-ce qu'il y a un marqueur neuronal qui va distinguer les deux populations, c'est-à-dire neurotypique versus autiste. Et on a retrouvé un signal, justement, qui est dans les régions temporales supérieures, pas très loin de où il a l'amygdale. Avec léger, c'est très difficile d'identifier l'activité de l'amygdale, mais on est tombé dans une région qui est très connue, okay, pour être un répertoire neuronal pour la représentation des visages. Et vous voyez ici donc, vous voyez ici l'activité chez les autistes, okay, qui est très 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 faible, et on a une négativité très grande chez les sujets neurotypiques. Et cette activité-là, vous voyez là, elle est directement liée à la perception des yeux. Vous voyez ici, donc ce signal qui est environ vers 260 millisecondes après la présentation du stimulus, on observe que ce signal il est extrêmement fort lorsque les sujets regardent les yeux. Donc les yeux, la partie des yeux dans le visage tombe dans sa fovea par rapport à lorsqu'ils regardent d'autres parties. Ce qui est intéressant, vous voyez que donc, chez les sujets contrôle, c'est cette région qui déclenche cette activité, alors que chez les personnes autistes, c'est plutôt une activité faible qui est liée à leur focalisation, à leur attention vers les régions plus basses du visage. Donc, exploration des visages, les stratégies d'exploration des visages et donc l'activité neuronale qui est associée semble être différente entre les sujets neurotypiques et les sujets autistes. Mais ça, on le savait déjà, il y avait plusieurs recherches qui l'ont montré. Mais dans le cas de cette recherche en particulier, on voit qu'on a vraiment isolé un marqueur neuronal qui est, je pense, avec Guillaume, justement, on dit qu'à la limite, on pourrait le considérer comme un marqueur de l'autisme. Donc, pendant toutes ces années, dans mon équipe, mais aussi en collaboration donc, avec Caroline, et maintenant, justement, on forme une équipe unique au sein de l'Institut des sciences cognitives, on se pose la question du substrat moléculaire de notre capacité à socialiser. Là, je vous ai montré des décharges neuronales. Ici, je voudrais vous montrer quels sont les neurotransmetteurs, les neuromédiateurs qui biaisent nos capacités sociales.
vous les connaissez sans doute, c'est l'ocytocine. C'est une neurohormone qui a une représentation assez spécifique au sein du cerveau. Les neurones ils sont enfouis dans une région qui est très très profonde, qui est l'hypothalamus, qui est l'hypothalamus impliqué dans toutes sortes de comportements, mais vraiment des comportements de base. C'est-à-dire qu'une lésion dans cette région, une personne ne peut pas survivre. Cette molécule, l'ocytocine, on sait depuis la recherche animale et depuis aussi la recherche plus récente chez l'homme, elle est impliquée dans l'attachement maternel, elle régule les voies de douleur, la voie du stress, les voies de la mémoire. Donc en fait, c'est comment on peut dire, un chef d'orchestre, c'est le neuromédiateur qui va moduler différents grands systèmes de neurotransmission qui sont la sérotonine, la dopamine, qui on sait la sérotonine elle dysfonctionne chez les personnes en dépression, la dopamine chez les schizophrènes, et voilà. Et donc c'est vraiment la voie moléculaire par excellence, je pense, à étudier si on veut comprendre les troubles psychiatriques. L'ocytocine, il a une chose de particulier par rapport aux autres, c'est qu'elle module notre système GABA. D'accord ? Et donc, le système GABA, c'est le système qui est impliqué dans l'inhibition neuronale. Et lorsqu'il dysfonctionne, eh bien, lorsque l'ocytocine dysfonctionne, GABA aussi dysfonctionne. Alors, pourquoi l'ocytocine? Comme je dis, il y a beaucoup de recherches qui montrent son association avec le comportement social. Ici, par exemple, chez les primates non humains, il y a des chercheurs qui ont regardé au niveau d'ocytocine dans les plasmes des singes qui sont en groupe et ceux qui sont solitaires. Et on voit que ceux qui sont en groupe, ils ont des niveaux d'ocytocine qui est beaucoup plus élevé, et soit dans les plasmas et dans les cerveaux. Nous avons fait une étude en 2012 dans laquelle on a dosé l'ocytocine chez des sujets neurotypiques et on leur a en même temps donné un questionnaire dans lequel ils devaient répondre sur la manière dont ils se voyaient eux-mêmes, okay, les degrés de socialité qu'ils voyaient en eux-mêmes. Il y avait plusieurs questions sur les émotions positives, sur la recherche des sensations, l'activité, la capacité à être dominante et la capacité à être grégaire. Okay. Et on a montré que l'ocytocine corrèle avec ces deux dimensions, la recherche des sensations et la capacité à être grégaire. Donc ça, c'est un test, je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle le Big Five. C'est un test dans lequel les sujets ils se mettent dans un état de métacognition. Okay. Il ne répond pas simplement aux questions, on lui pose des questions sur ce que lui pense de lui-même. Donc c'est vraiment une espèce de photo que les sujets prennent de lui-même sur ces différentes dimensions. Et on voit que donc les dimensions qui sont liées à la sociabilité sont liées aussi à l'ocytocine, au niveau d'ocytocine. À nouveau, on a aussi montré dans cette même étude que l'ocytocine corrèle négativement avec l'activité de certaines régions, comme l'hippocampe qui est impliqué dans la mémoire sociale, on le sait, et avec l'amygdale que je viens de vous montrer récemment. Récemment, on a fait une étude dans laquelle, chez les singes, en fait, alors, quand on pense à l'ocytocine, on est intéressé beaucoup aux voies de connectivité de ces systèmes, parce que c'est un système on a des neurones dans l'hypothalamus, mais après, on a tous les systèmes de projection. On a plein de récepteurs à l'ocytocine dans les cerveaux au niveau cortical qui permet donc à cette molécule de moduler différents systèmes. Mais ce qu'on a montré dans cette étude, qui est cette recherche encore en cours, c'est qu'on voit qu'il y a un système, on a des neurones ocytocine dans l'amygdale. Okay? Ce qui suggère que, donc ça ce n'est pas des projections, mais c'est des neurones qui sont là, ce qui suggère qu'il y a un circuit local, okay, dans l'amygdale pour la modulation du comportement social. Actuellement, on est en connexion avec BrainNet, qui est une association liée à l'association Sfari, qui nous a envoyé des cerveaux des sujets autistes sur lesquels on doit faire des analyses post-mortem.
Et on va pouvoir avoir effectivement la différence entre des cerveaux hommes dans toutes ces régions et les cerveaux des autistes. Pour finir, juste pour vous montrer l'ampleur du rôle de l'ocytocine, avec Amélie Soumier, Marie Abar et Guillaume Liot à nouveau, on a récemment regardé le développement des neurones ocytocine dans l'hypothalamus, c'est-à-dire là, le lieu d'origine, et on a montré que lorsqu'on regarde entre la naissance et différents stages du développement jusqu'à l'âge adulte, on voit que l'ocytocine, donc ça c'est une représentation des neurones ocytocine immunomarqués, on voit que à la naissance, on a beaucoup moins de neurones ocytocine qu'à l'âge adulte. Alors on ne sait pas s'ils ne sont pas exprimés, est-ce qu'ils sont en nombre moindre, mais en tout cas, à l'âge adulte, on voit une expression beaucoup plus grande. Et donc vous voyez ici les histogrammes qui montrent cette montée. Et ici, c'est un atlas qui permet de les visualiser de façon beaucoup plus précise, un atlas qui a été construit par, une représentation qui a été construite par Guillaume Liot. Et donc, ces résultats montrent que, donc ça c'est un des premiers résultats de nos études sur le neurodéveloppement, mais ils montrent que les systèmes moléculaires ocytocine, mais on pourrait aussi marquer d'autres molécules, le système ocytocine, il se développe après la naissance. Et donc là, je reviens à la question que j'ai posée, au commentaire que j'ai fait tout à l'heure à propos de l'intervention de Madame Langlois. Il faut, si ces neurones se développent après la naissance, cela veut dire que un environnement qui est socialement protecteur, un environnement qui n'est pas disruptif pour la personne, je pense qu'il est très important parce que ces neurones ils peuvent effectivement dysfonctionner si on a un environnement défavorable. Voilà, donc j'espère de vous avoir convaincu que les représentations sociales sont bien, ils ont une réalité biologique dans nos cerveaux. Il y a plusieurs voies moléculaires. La voie moléculaire de l'ocytocine, je pense que va être très importante dans les années à venir. En dépit de toute la popularisation qui a été faite de cette molécule, presque ridicule certaines fois, maintenant quand on fait ocytocine dans les pages web, il nous renvoie à des romantic love et toutes ces choses-là. Donc là, je trouve ça un peu agaçante parce que ça donne moins de sérieux en fait aux études sur l'ocytocine, mais nous on le sait, c'est vraiment une molécule qu'il faut comprendre et qu'il faut vraiment qu'on étudie parce qu'on ne connaît absolument rien de cela. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.